Nouvelle édition sur l'ORTV. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. 129 cas de choléra détectés au Bénin, dont 6 décès. Les autorités du ministère de la Santé parlent d'épidémie et tirent la sonnette d'alarme. À suivre le point de la situation dans cette édition. Les Gabonais en attente des résultats de l'élection présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais l'attente des résultats est marquée par des tensions. L'analyse du desk politique de la rédaction dans ce 20h. Coup de filet de la gendarmerie nationale, 4 malfrats arrêtés. Leur mode opératoire est basé notamment sur la falsification des documents administratifs. Bonsoir à tous, on part directement pour le Gabon. Les Gabonais sont allés aux urnes samedi pour élire leur président pour les 7 années à venir. L'élection s'est déroulée dans le calme, mais l'attente des résultats est marquée par des tensions notamment entre Ali Bongo, candidat à sa propre succession, et Jean Ping, principal opposant au pouvoir. Certains observateurs craignent déjà des violences post-électorales. Le Gabon à l'épreuve de l'élection présidentielle, c'est une analyse du desk politique de la rédaction sous la plume de Emmanuel Sebo. 10 candidats en lice, 628 000 électeurs pour les départager. Le scrutin présidentiel à un seul tour au Gabon a tenu en haleine tout le pays la journée du 27 août. Si le scrutin dans l'ensemble s'est déroulé dans le calme et connu une forte mobilisation, quelques déclarations de leaders politiques présentent des signaux inquiétants. Au soir même de l'élection, les partisans de Jean Ping, principal opposant au pouvoir Bongo, ont affirmé la victoire de leur camp, 68% des suffrages exprimés. Réaction immédiate du camp Bongo qui se dit serein. Chassé croisé via les médias qui soulèvent des interrogations. Cette guerre de la victoire a lieu entre deux personnages qui ont par le passé entretenu d'excellentes relations. Jean Ping, ancien beau-frère d'Ali Ben Bongo et ancien ministre des Affaires étrangères de feu Omar Bongo. Cacique donc du PDG, Parti démocratique gabonais. La brouille entre les deux hommes est née à la suite de la non-reconduction de Jean Ping comme président de la Commission de l'Union africaine en 2012. L'opposant au régime du président Ali Bongo a jugé que le pouvoir en place n'avait pas suffisamment appuyé sa candidature. L'enjeu pour Jean Ping aujourd'hui est de mettre fin au règne de la dynastie Bongo. L'opposition a d'ailleurs trouvé en lui l'homme capable de réaliser l'alternance au sommet de l'État. Dans cette partie de l'Afrique où l'instabilité politique au lendemain des élections tend à devenir une règle, le Gabon doit jouer à fond la carte de la prudence. Les cas du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale rappellent de tristes souvenirs. Le cas du Gabon lui-même en 2009 est assez évocateur. L'élection de Bongo fils avait été assimilée à un coup d'État électoral. Résultat, de violentes émeutes ont rythmé le quotidien des Gabonais qui ont voulu protester. Aujourd'hui encore, les deux camps mettent en ordre de bataille leurs militants. La situation au Gabon s'apparente à une poudrière, tandis que la commission électorale poursuit les décomptes de voix. Le Parti socialiste français aurait déjà reconnu la victoire de Jean Ping. On se rappelle qu'il y a un an, les relations diplomatiques entre la France et le Gabon ont été quelque peu détériorées avec l'arrestation du directeur de cabinet du président Bongo, Massid Akombessi. La France se détacherait-elle ainsi du pouvoir Bongo dans un contexte où le contrôle de l'or noir représente par ailleurs pour elle un enjeu géostratégique. Ce qui est sûr, la confusion s'installe un peu plus dans ce pays de l'Afrique centrale, déjà fragilisé au plan économique par la chute du prix du baril du pétrole. Autour au Bénin, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, a un nouveau bureau. C'est le député Badirou Agamon qui a été élu président du COS l'EPI. Écoutons ses impressions juste après son élection au micro de Blaise Ardampo et Mathieu Sokano. Ma responsabilité en tant que président, c'est d'unir tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table et de travailler comme une vraie équipe. Je pense que nous devons redonner au COS sa image que le peuple attend de nous. En particulier, il faut faire en sorte que le travail que le peuple attend du COS, que ce travail soit accompli convenablement.
Direction d'Assa, un ultimatum, Alada plutôt, un ultimatum d'une semaine est donné au maire d'Alada pour démissionner. Ce sont notamment 12 des 18 conseillers que compte la commune qui formulent cette demande. C'est à la faveur d'une conférence publique organisée mardi dernier que ces élus communaux ont dénoncé la gestion solitaire et opaque du maire Mathias Djigla et le blocage du processus de sa destitution. Bertrand Loyon et Marie-Louise Perrin se sont rapprochés des différentes parties pour comprendre la situation. Suivons ensemble l'enquête réalisée. Le torchon brûle entre les conseillers communaux d'Alada et le maire Mathias Djigla. 12 des 18 conseillers menacent de destituer le maire. Une lettre au maire le 29 juin 2016 lui demandant de convoquer, selon la loi numéro 97-029, une session extraordinaire du conseil communal devant statuer un vote de défiance à son encontre. Nous nous reprochons la gestion solitaire, l'attribution à dédommagement irrégulier portant sur un domaine relevant de son patrimoine personnel, le non-respect des procédures des dépenses publiques, le non-respect des procédures d'exécution des projets financés par les partenaires techniques et financiers PSDCC. Après ma prise de service, j'ai partagé le pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, pour avoir un commandement apaisé. Mon premier adjoint au maire est le président de la commission de passation des marchés publics de la commune d'Alada. J'ai pris un autre arrêté pour faire délégation de signature au premier adjoint au maire toujours pour l'affirmation ou la signature des PV, des procès verbaux. Et vous savez que c'est ce domaine qui est très sensible qui envoie les maires en prison. Je lui ai délégué ce pouvoir-là. Quant au deuxième adjoint au maire, il est le président de la coopération décentralisée. Également, j'ai pris un autre arrêté pour le confier l'état civil. Depuis ma prise de service, je n'ai pas acheté un seul bougie des caisses de la mairie d'Alada. Même pas un pneu, même pas l'entretien de mon véhicule. Donc je voudrais appeler les uns aux autres au calme. Contrairement à ce qui se dit, la session a été convoquée, elle aura lieu, les dispositions sont prises pour cela. Et donc, je voudrais que tout le monde se calme et j'invite à la paix, qui est la paix, qui est le dialogue, qui est la concorde. Le dénouement de cette crise est attendu mercredi prochain. Le mouvement pour la démocratie, l'éthique et la liberté Modèle Plus a tenu sa première université de vacances ce week-end. Le mouvement tient à former ses militants dans sa dynamique de faire la politique autrement. Plusieurs mouvements et partis politiques alliés ont soutenu l'initiative. Samuel Adimi, Calvado Amon. Mais il y a un peu moins d'un an, le mouvement pour la démocratie, l'éthique et les libertés Modèle Plus s'engage dans une nouvelle dynamique politique. Modèle Plus veut faire la politique autrement. Pour nous, faire la politique autrement, c'est privilégier, c'est-à-dire donner de priorité à la formation, formation en son sein, surtout à l'endroit de sa jeunesse, formation à la chose politique, formation par rapport à la question d'emploi, formation à la gestion du bien public. En gros, il faut un reformatage ou du moins un toilettage politique au niveau de la jeunesse qui est habituée aux vieilles pratiques depuis plusieurs décennies. Ici, c'est la rupture et le nouveau départ. Voilà qui justifie la pertinence de cette université de vacances. À l'attention de ces militants, Modèle Plus initie entre autres des formations sur la question de l'emploi et le militantisme politique, mais fait également le bilan de sa participation à l'élection présidentielle de 2016. À sa cause, Modèle Plus rallie ses mouvements et partis politiques alliés. Notre alliance souhaite rester toujours ensemble avec Modèle Plus.
pour toutes les échéances électorales. Et pourquoi pas une fusion pour un grand parti politique. Notre alliance ABT projette aussi de réfléchir très prochainement à ce sujet. Au-delà du nom qu'inspirent les initiales de son appellation, Modèle Plus veut donner l'exemple et se référencer comme mouvement d'éthique en politique au Bénin. Venons-en à cette épidémie, le choléra refaire surface au Bénin d'une trentaine de cas le vendredi dernier. Les statistiques révèlent 129 cas à la date d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé parle déjà d'épidémie avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Le ministère fait le point de la situation et tire la sonnette d'alarme. Voici un extrait du message du ministre de la Santé. Depuis quelques jours, le Bénin fait face à une épidémie de choléra. Cette épidémie sévit notamment dans les départements de l'Atlantique littoral et dans les collines. À ce jour, les services techniques du ministère de la Santé ont dénombré au total 129 cas de choléra confirmés, avec malheureusement 6 décès. Ces cas sont repartis comme suit. 46 cas dans la commune de Savalou avec 4 décès. 10 cas dans la commune de Dassazoumé avec 0 décès. 24 cas à Soava avec 1 décès. 2 cas dans la commune de Zé avec 0 décès. 47 cas à Cotonou avec 1 décès. Face à cette situation préoccupante, je voudrais, au nom du ministre de la Santé, rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour garantir une prise en charge complète et gratuite de tous les cas enregistrés. Ainsi, tous les centres de santé sont approvisionnés en soluté, en médicaments et consommables médicaux, pour permettre aux agents de santé de traiter efficacement ces cas. C'est pourquoi j'invite la population à amener immédiatement tout cas suspect au centre de santé le plus proche afin que les victimes soient prises en charge le plus tôt possible. Je profite de l'occasion pour appeler les populations à observer des règles élémentaires d'hygiène, seul moyen d'éviter la contamination. Message du ministre porté par son représentant. Ouverture ce samedi à Kendonou d'un centre de recherche en naturothérapie, une initiative de l'ONG SCO-Vie qui veut guérir toutes les maladies grâce à la réflectologie plantaire, une médecine basée sur le massage des pieds. Ilvaïus Balogun et Calvador Armanou étaient à l'inauguration du centre. Le compte rendu. Le bien-être par le massage des pieds et de la voûte plantaire. C'est la spécialité de ce cabinet de recherche en naturopathie nouvellement installé à Kendonou. Un processus d'auto-guérison pour pallier les limites de la médecine moderne. En tant que Dieu a créé l'homme, il n'a pas prévu un docteur, il n'y a pas un médecin pour l'homme. Mais Dieu a uni tous les organes qui sont dans l'organisme et il a mis ça dans la voûte plantaire. Et que quand l'homme est en train de marcher, il est en train de se faire guérir en ce temps-là. Donc c'est pourquoi quand on parle de réflexologie, c'est un fait pour traiter l'organisme par la terminaison nerveuse. Considérée comme une médecine douce, la réflexologie plantaire permet donc de localiser les tensions du corps puis de les faire disparaître. Aujourd'hui, on constate que les gens meurent vite, sans prendre il n'y a plus de longévité. Et tout le monde est malade à la fois. Mais ils n'ont pas compris pourquoi ils sont malades, pourquoi tout le monde meurt rapidement. C'est l'alimentation, c'est ce que nous mangeons, c'est ça qui nous rend malades. Ici, nous avons un tapis fait avec des gorges et que vous marchez, quand vous êtes en train de marcher dessus, c'est comme si vous allez au champ, vous marchez sur les pierres, sur les arbres. Et que là, vous traitez, vous vous trouvez en même temps au fur et à mesure de satisfaction. Quand vous n'avez plus le temps de marcher à pied nuit, arrivez ici, vous marchez sur ces espèces-là, vous changez, vous débarrassez des toxines de votre corps. L'ONG Secours Vie, à travers ce nouveau centre, veut contribuer au rétablissement de l'équilibre du fonctionnement de l'organisme grâce à un traitement sans sérum et sans vaccin. La réflexologie plantaire comme remède naturel contre les pathologies.
On parle sécurité. 2 braqueurs et 2 faussaires appréhendés par la gendarmerie ont été présentés à la presse lundi. C'est le résultat d'une opération menée par les forces de l'ordre la semaine dernière. Elles sont déterminées à en découdre avec ces hors-la-loi et en finir avec l'insécurité qui règne à Cotonou et ses environs. Nous vous proposons de suivre les explications du capitaine Boni Gomina. Il est au micro de Pierrette Allé et Corinne Diogo. Nous avons filé et interpellé 2 éléments qui s'apprêtaient à braquer une opératrice économique. Grâce au professionnalisme développé par l'équipe que je dirigeais, ces éléments ont été interpellés malgré l'usage de matériel que vous voyez, une arme et une machette, plus leur moto. Le deuxième cas, nous avons aussi appris qu'il y a un groupe organisé qui essaie de falsifier les documents administratifs. Nous avons pris les références de nos motos à la gendarmerie pour avoir la preuve. Parce qu'aujourd'hui, c'est la preuve au niveau du tribunal. Nous avons remis pour que ces éléments nous sortent des papiers qui prouvent que c'est des papiers falsifiés. Nous avons payé en 24 heures, nous avons reçu le résultat. Nous avons lancé encore une deuxième commande et c'est lors de la livraison de la deuxième commande que nous avons interpellé ces éléments. C'est pour vous dire que nous ne dormons pas. Nous sommes toujours à pied d'œuvre. Nous sommes toujours en collaboration. La police et la gendarmerie ici à Cotonou pour que la situation revienne à la normale. Nous demandons à la population de coopérer avec les forces de sécurité et de la défense. La police nationale et la gendarmerie nationale sont à pied d'œuvre pour que ceux qui posent des actes pour trouver la quiétude de nos petites populations soient arrêtés et remis à qui de droit. Reprenons le rendez-vous avec Patrick Diosso sur la série concernant l'éclipse solaire. Il nous parle ce soir de 2 légendes africaines qui expliquent le phénomène. Regardez. Soleil, le mari, lune, la femme. Les légendes africaines ont ce stéréotype. Par exemple, en Afrique australe, une légende raconte la scène de ménage entre le soleil et la lune. Voulant à tout prix être le plus bel astre du ciel, la lune fut jalouse à l'idée que le soleil, avec ses plumes d'or, pouvait être plus beau qu'elle. Elle décida donc de lui voler ses plumes d'or pendant la nuit. Mais 3 petites étoiles furent témoins de la scène et, au petit matin, allèrent prévenir le soleil. Ce dernier, très vexé, alla trouver la lune et lui jeta une poignée de boue au visage avant de récupérer ses plumes. La lune eut beau se laver et se frotter, elle ne put enlever les traces de boue et resta tachée pour toujours. 10 années plus tard, elle se vengea en jetant la boue de son visage sur le soleil, qui mit 2 heures pour s'essuyer complètement. Depuis lors, la lune continue de guetter le soleil avec de la boue et arrive à le surprendre tous les 10 ans environ. Une autre légende, en Afrique occidentale cette fois-ci, raconte que le soleil épousa la lune et qu'ils donnèrent naissance à un grand nombre d'étoiles. Mais la lune se lassa peu à peu de son mari et prit un amant. Le soleil en fut gravement offensé et refusa de vivre plus longtemps sous le même toit que sa femme. Il partagea ses biens avec elle, lui laissa leur fille les étoiles et garda leur garçon les rayons, toujours accrochés à lui. La lune, insatisfaite de cet arrangement, pénétra sur les terres de son mari, provoquant ainsi une éclipse de soleil. Le soleil et ses rayons combattirent la lune et ses étoiles. Mais la lune ne supporta pas de voir ses enfants s'entre-déchirer. Elle envoya à toutes les étoiles un messager de paix qui agitait une étoffe multicolore, étoffe que l'on appelle aujourd'hui arc-en-ciel. Certaines nuits, la lune se sentit seule, esselée et solitaire. Elle voulut être solidaire avec son mari cocu. Sa visite furtive crée l'éclipse de lune. Les légendes africaines ramènent l'éclipse à des attitudes, aptitudes et habitudes d'humains.
La lutte contre la pauvreté au Bénin, le consortium Alafia Bénin en fait sa priorité. Les différents acteurs membres de l'association des professionnels de la finance ont tenu jeudi dernier à Cotonou leur 10e conférence annuelle. Le thème de cette année porte sur la microfinance inclusive au Bénin, état des lieux, défis et perspectives. C'était au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Reportage. Pour prendre ces bases de données, ces applications n'ont pas des bases de données qui sont conformes. Une rencontre de vérité. Cette 10e conférence annuelle expose les difficultés et frustrations du consortium Alafia. Les résultats ne sont pas reluisants. Nous, on n'est pas satisfait parce que l'informel, malgré que ce secteur, le Bénin a été victime des activités des structures illégales en termes de collecte de l'épargne des populations. Malgré cela, aujourd'hui, il est quand même étonnant, c'est vraiment curieux que des acteurs exercent encore cette activité de collecte de l'épargne du public sans avoir l'autorisation. Et ils ne sont même pas inquiétés. Donc, le bilan, on ne saurait vraiment dire s'il a été positif. Vraiment, ce n'est pas positif. Ce n'est pas encore ce que nous voulons. Ces 10 dernières années, l'association professionnelle n'a pas réussi à rendre performants ces systèmes financiers décentralisés. Les différents conférenciers dénoncent les failles observées dans la réglementation du secteur et l'influence du politique sur le technique. On ne peut pas mobiliser l'épargne publique et distribuer des crédits sans un cadre juridique. Et ce cadre, c'est celui-là qui protège les épargnants, donc, mais également indique aux spécialistes de la microfinance qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer le retour et la protection de l'épargne publique. Et nous avons également des menaces qui pèsent sur le secteur, des menaces qui découlent au fait du soutien et pourquoi pas même de l'intervention de l'État dans certains programmes. Des programmes qui créent de la distorsion, qui créent une concurrence déloyale et l'État y met assez de sous. C'est malheureux de le constater. Rien n'est encore perdu, rassurent les communicateurs. Les participants eux aussi ne désespèrent pas. Avec la finance digitale, il existe bien des solutions pour une finance plus inclusive au Bénin. Toute institution de financement doit nécessairement donc s'adapter à ça. Sans quoi vous serez complètement donc en déphasage par rapport aux activités. C'est fort de cela que parmi les activités que Alafia nous a proposées, dans le cadre de notre partenariat, nous avons choisi de financer donc, cette activité qui se passe aujourd'hui au niveau donc de Champ d'Oiseaux. Le bénéficiaire d'une institution de financement n'aura plus tellement besoin d'être physiquement en contact avec son prêteur. Et bien à distance, toutes les opérations peuvent se passer. Il y a plusieurs autres produits donc, qui sont à travers l'électronique qui vont se passer entre le prêteur d'argent que nous appelons institution financière et le bénéficiaire que nous appelons l'emprunteur. Ces services ne sont pas subordonnés à la détention d'un compte. Il suffit d'avoir un téléphone portable et c'est fini, vous êtes dans la finance digitale. Désormais, avant de démarrer la conférence, on va faire le point des anciennes recommandations pour qu'il y ait un suivi dans l'exécution en fait. Je crois que c'est ça que je retiens, le langage de vérité. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faudrait donc que ceci se pérennise. Autrement dit, c'est mettre fin donc à un repas aussi succulent que l'on est en train de prendre alors qu'on n'est pas encore rassasié. Créé le 27 mai 1997 par les praticiens de la microfinance du Bénin et du Togo, le consortium Alafia est devenu depuis 2012 l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Elle compte aujourd'hui 44 membres. Public reportage signé Robert Adé. L'amicale des anciens élèves du collège Bégamin a tenu une assemblée générale constitutive ce samedi matin à Cotonou. Au cours des échanges, un comité exécutif est mis en place. Le compte-rendu de Frédéric Sondé et Jules Akoeko. Ils se sont retrouvés entre anciens élèves du collège de Bégamin pour mettre sur pied leur association. L'amicale s'est fixé beaucoup d'objectifs autour desquels gravitent les activités des membres de ce forum au profit des jeux humanitaires, comme mobiliser des ressources pour soutenir nos jeunes frères et sœurs du collège à travers nos actions de soutien par l'organisation des travaux dirigés à leur profit et récompenser les meilleurs élèves du collège, sans oublier l'entraide entre nous
membres de l'amicale. Le monde en mouvement perpétuel nous permet de redéfinir une autre politique de vie et nous amène à retenir une phrase sacrée de 30 lettres qui est notre slogan. Œuvrons pour l'évolution de l'autre. À l'issue des travaux, 8 membres, dont 5 pour le comité exécutif et 3 pour le conseil d'administration, sont élus pour un mandat de 3 ans. Merci à vous de nous avoir donné votre confiance pour défendre notre amicale que nous venons de faire naître. Dans les tout prochains jours, vous allez voir qu'il est bénéfique de faire partir de cette amicale. Les retrouvailles entre ces anciens élèves du collège Begame sont aussi marquées par des moments de réjouissance. L'église catholique de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Cocotomé a organisé ce samedi une soirée récréative à l'endroit des enfants suite à la 2e édition du Week-end avec le Christ. Objectif, permettre aux enfants de révéler leurs talents cachés. Le point avec Hospice Rotonou, présenté par Patrick Yossou. Venus d'horizons divers, ces enfants et leurs parents ont répondu présents à cette soirée récréative avec le Christ. Une soirée au cours de laquelle ces amis du Christ vont révéler leurs talents cachés à travers diverses prestations. Le week-end récréatif avec le Christ est une initiative de l'aumônier avec ses animateurs. Quand nous avons constaté une désertion sur notre paroisse, ce qui a suscité cette idée afin de rassembler tous les enfants des différents groupes pour nous montrer les talents cachés par leurs diverses prestations, dont des chorégraphies, des interprétations, des sketchs et des mini-concerts pour les chorales. C'est d'abord une joie pour moi, non seulement moi, mais tous les fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Cocotomé, plus particulièrement les enfants. Vous voyez toute cette joie qui se dégage de ces enfants-là, de notre paroisse. Pendant les vacances, les enfants sont un peu dispersés, ils vont dans tous les sens. Mais nous avons dit pourquoi pas ne les rassembler ensemble sur la même paroisse avec leurs parents pour qu'ils puissent se réjouir. On peut se réjouir également dans le Christ. L'apothéose ici, c'est avec l'aumônier de la paroisse qui donne l'exemple qu'on peut toujours magnifier le Christ à travers ses talents. Ces moments de rassemblement se veulent être un creuset pour affirmer et affermir la foi de ces âmes innocentes. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir pour une prochaine édition, toujours avec le Christ. On finit par le football. Dimanche prochain, les écureuils du Bénin se déplacent à Bamako pour affronter les Aigles du Mali. Un match décisif qui compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Bernard Diaobé et William Bassabi ont fait un tour au stade Mathieu Kérékou cet après-midi pour suivre la première séance de préparation de cette rencontre. Regardez. Stade de l'amitié Mathieu Kérékou ce lundi après-midi. Le bus qui transporte les écureuils s'immobilise sur la piste d'athlétisme. Un à un, les joueurs descendent l'air détendu. Quelques minutes pour se chausser et les voici en cercle, en rang serré pour sonner la mobilisation des énergies positives pour le déplacement de Bamako. Entre deux mouvements, Ouma Tchomogo, le sélectionneur national, accepte volontiers de faire la revue de son effectif et évoque l'ambiance qui prévaut dans son groupe. Je voulais remercier déjà le gouvernement, le ministre des Sports, la fédération, pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous, en mettant les moyens pour que je puisse avoir tous les joueurs. Je n'ai pas encore mon effectif complet. Il y a Frédéric, Rudy, Steph et Dima qui ne sont pas encore là. Bon, ce soir j'ai 2 joueurs qui viennent. Sinon plus tard mercredi j'ai tout mon effectif. Je les sens bien, j'ai un groupe jeune
sain, il y a une bonne ambiance, on parle de tout, de rien, on fait la part des choses quand il faut rigoler, quand il faut travailler. Je pense que je suis serein et je suis très fier de mon effectif. On sait l'enjeu qui nous attend, on va au Mali, je pense qu'on va pour la qualification. C'est donc dans une ambiance bon enfant mais studieuse que les écureuils, nouveaux et anciens, entament la préparation du match contre le Mali. Du gardien de but Fabien Farnol à Michael Poté, en passant par Khaled Adenon, Jordan Adeoti, Steve Mounier, Jodel Dossou, l'ossature est presque là en attendant l'arrivée du capitaine Stéphane Sessegnon. La note positive pour cette première séance d'entraînement est la présence des inconditionnels des écureuils dans les tribunes, comme pour lancer l'opération Union sacrée de tout le peuple autour de la sélection nationale. Bonne chance aux écureuils. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h un entretien sur le thème eau potable, un luxe au Bénin. Et le feuilleton Le choix de l'amour et We Vow to You. Merci de prendre le rendez-vous du journal du soir à 23h30 avec Jérôme Humbert. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.